Vous écoutez le podcast de la Tiny House Tiny Sphere. À chaque épisode, je vous propose de décrypter la Tiny House, de vous apporter concrètement des informations pratico-pratiques et des retours d'expérience. Épisode 6, rencontre avec un constructeur local. Bonjour et bienvenue, je suis Céline Chatriot, gérante de la société EasyPlace. Alors mon métier à moi, c'est de concrétiser les projets en micro-habitat et Tiny House à destination de particuliers et de professionnels. Je suis ravie de vous recevoir sur le podcast de la Tiny House, Tiny Sphere. Cela n'a échappé à personne, les Tiny House sont en vogue. Alors, loin de moi de vous faire l'éloge des Tiny House, vous retrouvez des tas d'informations à ce sujet sur Internet. Ce podcast a été pensé pour vous apporter des informations pratico-pratiques et des retours d'expérience. Aujourd'hui, je vous présente un constructeur local, précurseur dans la Tiny House, Ideal Tiny, qui a été créé par Denis Lelièvre. Cette société propose une gamme de tiny house, mais pas que, avec d'autres habitats ossature bois qui sont produits. Cela fait à peine 4 ans que la société a été créée. Avec plus de 100 unités produites chaque année, cela a fait un acteur incontournable dans l'écosystème de la tiny house. C'est pourquoi je tenais absolument à vous le présenter. Bonjour Denis, bienvenue sur le podcast de la Tiny Sphere. Bonjour Céline. Alors, opter pour une tiny, c'est opter pour, on va dire, un habitat réduit, envie de minimalisme. Oui, c'est ça, proche de l'environnement et puis surtout un hébergement qui va avoir peu d'empreintes sur le sol, parce que grâce à sa mobilité, il va pouvoir permettre à des gens de développer une vie à un endroit et après d'aller plus loin. Tout à fait. Tout l'intérêt de la tiny house. Alors, avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, est-ce que tu peux juste tout simplement te présenter qui tu es et ce que tu fais? Bien sûr. Donc Denis, j'ai bientôt 50 ans. Lors d'un voyage aux États-Unis il y a maintenant 5 ans, on a découvert la Tiny sur les bords du Colorado à côté de Denver. Et en fin de compte, on a eu une révélation. Et suite à ça, alors que je ne viens pas du tout du monde de la menuiserie, loin s'en faut, j'ai décidé de quitter mon travail et de me lancer dans l'aventure de la tiny house. Et comment tu t'es formé alors? Moi, je suis autodidacte. Depuis une vingtaine ou une bonne vingtaine ou trentaine d'années, je m'intéresse énormément à la technique, d'une formation plutôt principale en froid industriel. Électricité, j'ai rénové des maisons, aménagé des camions, rénover des appartements. Et donc, du coup, j'ai développé un goût et une appétence pour le bricolage et l'ensemble des domaines techniques. Donc, quand il m'est venu à l'idée de construire une tiny, ça ne m'a pas fait peur du tout. Je me suis lancé, j'ai loué un local de 200 mètres carrés dans la banlieue nantaise, et donc je m'y suis mis, et en 4 mois, j'ai sorti une tiny qu'on a pu installer sur un site avec un client. Et ça fait la première date de quand? Alors la première tiny, nous on était vraiment en plein dans le Covid, parce que la première tiny a été livrée début mars, juste avant le confinement. Donc le Covid frappait la France, et donc on a juste livré la première, ça devait être le 2 ou 3 mars, et le confinement ça devait être autour du demi-mars. Donc une période assez compliquée. On a réussi à continuer à travailler, on va dire différemment, comme tout le monde, mais ça n'a pas empêché d'avancer, mais à un rythme un peu différent, bien sûr. Alors, toutes tes constructions sont en ossature bois. Est-ce que tu peux nous les présenter? On a commencé avec la tiny house, donc que tout le monde connaît, un format de transport de 2,55 m, différentes longueurs. On respecte les 3,5 tonnes de poids total roulant. On les fait de plein pied, avec mezzanine, avec des filets. On a une gamme standardisée, et après on les personnalise avec nos clients. C'est-à-dire que l'idée de la standardisation, c'est pour permettre d'avoir des coûts maîtrisés. Et après, les gens travaillent avec eux en fonction de l'épaisseur de leur portefeuille pour justement apporter plus ou moins d'options, de confort, de mobilité, d'autonomie énergétique autour de la tiny. Et comment vous êtes organisé sur l'approvisionnement des matériaux? L'approvisionnement des matériaux, nous, on est label French Fab, donc on travaille dans un rayon de 100 km pour l'ensemble de nos matériaux. On a, comme je te disais, on a commencé par la tiny, après derrière on a travaillé ce qu'on appelle la Slowbox. Donc la Slowbox, c'est un petit hébergement qui fait moins de 5 mètres carrés, donc qui passe en dessous des radars de la... qui ne demande pas d'autorisation d'urbanisme. Exactement, donc là on peut en faire des choses dans 5 mètres carrés, on dit... Tout à fait, on peut loger une cuisine, on peut loger un sanitaire, on peut loger un micro-hébergement où on peut dormir, même avoir un point, une kitchenette. Voilà. Après, plus récemment, on a développé une gamme de RML, donc c'est un terme un peu barbare, résidence mobile de loisirs, ce qu'on assimile aujourd'hui beaucoup au mobil-home.
C'est-à-dire c'est des solutions monoblocs qui peuvent faire jusqu'à 10, 11 mètres de long par jusqu'à 4 mètres de large, qui peuvent faire on va dire 42 mètres carrés, et qui vont héberger jusqu'à 3 chambres, 2 salles de bain. Donc toujours pareil, en ossature bois, avec un maximum de plutôt confort. à destination du coup là, des campings, quand on est en Ouais, RML. exactement, plutôt à destination des campings, et sinon une gamme de chalets. Donc là, on va dire qu'ils sont des solutions qui sont la plupart du temps grutées, installées sur des pieux à visser, pour limiter toujours pareil l'impact sur l'environnement, qui sont RE 2020, donc on respecte la réglementation. Ah, vous êtes RE 2020 aussi, ouais, c'est un gros énergétique plus. qui est en vigueur actuellement. Pour les bâtiments de moins de 50 mètres carrés, aujourd'hui on se limite à faire des chalets qui font... Donc moins de 50 mètres carrés, clairement on peut faire une habitation principale ou secondaire, mais je veux dire, on n'est pas forcément que sur du camping, quoi. Non, je veux dire. non. Les gens qu'on reçoit aujourd'hui, c'est des gens qui ont décidé de vivre différemment, mais on le voit, hein, il s'est passé quelque chose avec le Covid, comment les gens ont un regard. Pendant le Covid, ils ont été en fin de compte enfermés, ils ont eu une soif de plein air qui était très importante, et donc du coup je pense qu'ils sont revenus un peu aux sources. Donc tous les gens qui viennent nous voir, ils préfèrent avoir un petit habitat, on va dire naturel, dans un milieu naturel, et profiter de leur temps libre pour faire des voyages, pour faire des sorties, pour vivre avec les autres, ce qui nous a permis justement de développer notre gamme, parce qu'aujourd'hui la tiny ne répondait pas à toutes ces problématiques. La tiny est souvent non pas de plein pied mais à étage, et on a beaucoup aujourd'hui de gens pour lesquels c'est compliqué d'accéder à une senior, mes amis d'un mètre 20, pareil des familles, où c'est vrai que dans un petit espace c'est aussi des fois compliqué de pouvoir loger en couple avec 2 enfants, donc les espaces un peu plus grands mais toujours mobiles, ou alors autour d'une ossature bois, permettent de répondre plus à ces attentes de marché. Alors là, après 4 ans, là, vous êtes 60 personnes quand même. Ouais, 4 ans, 60 personnes, Denis. Comment tu fais? Je sais pas, mais est-ce que tu veux parler un peu de tes équipes? Oui, nous, l'avantage qu'on a, c'est que nos équipes sont pluridisciplinaires. On travaille non pas à la chaîne, mais on a 3 à 4 salariés qui vont réaliser une tiny du début à la fin, hein, donc le débit, l'ossature bois, l'agencement, et ils vont la briquer pour qu'en fin de compte elle soit livrable aux clients. Donc c'est une équipe. Ils sont passionnés, quoi. C'est ça, concrètement c'est une équipe. Ouais, c'est une équipe de 3 ou 4 personnes qui va mener l'ensemble des projets. Des fois les équipes travaillent ensemble, ça peut être 2 équipes de 3 ou 4 personnes qui vont travailler sur un hébergement un petit peu plus grand, notamment de 50 mètres carrés. Mais grosso modo, on va mettre entre 600 et 800 heures pour réaliser un hébergement, et c'est toujours à travers des équipes réduites qui sont responsables de la qualité de l'hébergement qu'ils vont produire. Et ça, pour moi, c'est indispensable. C'était vraiment ce qui m'a motivé à travers le recrutement des gens qui viennent nous voir. C'est vraiment ce souhait de travailler, on va dire, comme un artisan. Donc, bien sûr, on est plus de 10 salariés, ça fait longtemps qu'on est plus des artisans. Mais pas être en ligne de production, tout à fait. chacun a un poste. La ligne de production tirée, poussée, c'est vraiment pas quelque chose que moi que je souhaite développer. Je pense que dans le respect on va dire, du salarié, du travail, et surtout des profils qui viennent nous voir, ce ne sont pas des gens qui souhaitent non plus travailler à la chaîne. Ils préfèrent en fin de compte avoir des tâches complexes, des tâches longues, pouvoir s'investir sur la durée, et surtout découvrir d'autres métiers. On a des gens qui viennent en tant que menuisiers, qui apprennent l'électricité, la plomberie, la couverture, et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'interactions, et moi je pense que c'est primordial d'avoir des interactions humaines. Ouais, pour moi c'est primordial. Et d'ailleurs, en parlant de recrutement, vous recrutez toujours, et les profils, c'est vraiment différent? Hommes-femmes, aujourd'hui, on a une forte mixité dans la société, c'est un vrai souhait. On a plus de 30% de femmes dans l'entreprise. Pour moi, c'est très important d'avoir de la mixité. On a aussi de la mixité sociale à travers la provenance des salariés. La plupart, suite au Covid, ont décidé aussi de changer de métier. Pour nous, c'était une vraie opportunité. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, on a quasiment 90% de nos salariés ne sont pas menuisiers de formation, ne sont pas électriciens de formation. C'était des gens qui travaillaient comme chauffeur routier, éducateur spécialisé, plus récemment agent immobilier, et en fin de compte qui viennent nous voir. Et donc on propose des formations en interne. On est aussi partenaire du Greta, de l'AFPA, du CMB. Donc on reçoit des stagiaires qui découvrent nos métiers, et après qui viennent nous rejoindre dans l'aventure. Là, aujourd'hui, avec les turbulences actuelles, crise énergétique, l'augmentation des matières premières, problème de financement aussi des banques, comment ça se passe pour Ideal? Je dirais qu'on est bien sûr, la période est compliquée, on est moins chahuté que peuvent l'être la construction traditionnelle, parce que nous, historiquement, de toute façon, la tiny n'a jamais été considérée, et nos hébergements, comme des maisons. Donc c'est jamais un crédit immobilier qu'on fait, c'est toujours un crédit à la consommation. Donc forcément, les taux ont augmenté, mais je dirais que la difficulté d'accessibilité, en tout cas financière, elle était déjà compliquée. Donc les gens qui souhaitent avoir ce type d'hébergement savent que le chemin va être dur.
va être semé d'embûches. Donc non, nous ce qu'on essaie de faire surtout, c'est les accompagner en maintenant nos prix malgré l'augmentation du coût des matières premières, malgré l'augmentation de notre masse salariale, parce que bon, nous aussi on se doit d'augmenter nos salariés pour justement être capable de traverser cette période compliquée. C'est la première chose qu'on doit faire. Et après, à travers justement une standardisation des tiny, à travers le choix de matériaux éco-responsables, mais toujours dans le respect du budget du client, eh bien on arrive aujourd'hui à ne pas être plus touché que ça par la crise actuelle qui touche le bâtiment. Après, c'est vrai que opter pour un micro-habitat, une plus petite surface, c'est aussi un habitat qui va être moins énergivore. Donc, il y a aussi des économies qui peuvent être faites par les clients. Les coûts d'exploitation sont limités. Une tiny, actuellement, c'est très facile d'avoir un confort l'hiver parce que c'est très largement vitré. Donc, il y a du soleil qui va rentrer, qui va chauffer la tiny assez facilement. Il suffit qu'on ait une activité physique à l'intérieur, on cuisine un petit peu, on prend une douche, etc. Donc, après, le traitement de la vapeur d'eau est très importante. Et en tout cas, ça va générer l'énergie qui va permettre de maintenir un niveau de confort assez facilement. Le plus difficile dans la tiny, dans les habitations à ossature bois de petites dimensions, c'est plutôt le confort de l'été. Parce qu'on est très largement vitré. Et si on ne réfléchit pas à l'endroit où on va mettre sa tiny, si on ne fait pas un peu de bioclimatisme, en essayant de se dire j'ai des feuillus qui vont générer un peu d'ombre pendant l'été, là par contre on peut avoir des vrais problèmes. Là vous accompagnez sur l'implantation de la tiny, vous êtes fort de conseil, j'imagine, bien sûr, des clients. On explique aux clients qu'ils n'achètent pas un bâtiment fortement inertiel, c'est pas une longère qu'ils achètent avec des murs en pierre de 50 cm d'épaisseur. On a avoir conscience quand on installe une tiny sur un terrain et justement correctement l'orienter et correctement la protéger de façon naturelle. Alors, on a parlé des tarifs, pour maintenir des tarifs et prix contenus. Quel est le budget moyen d'une tiny? Comment on peut... Le budget moyen d'une tiny actuellement, il faut compter 60 000 euros TTC. Voilà, tout à fait. Après, en fonction des clients, on a des clients qui souhaitent du hors de hors d'air. Bien sûr, on est beaucoup moins cher. Et on a des clients qui souhaitent des tiny parfaitement autonomes en énergie. Et forcément, ça peut coûter beaucoup plus cher. Mais bon, chez nous, même une tiny autonome avec... pour loger 4 personnes, on est sur des budgets de 75 000 euros TTC. Quoi. Pour 4 couchages. Pour 4 couchages, voilà. On a des partenaires sur le solaire, on a des partenaires sur le traitement des eaux usées. Voilà. Et en termes de délai de fabrication? Entre 3 et 6 mois. 3 et 6 mois. Ouais, entre 3 et 6 mois. On a différents types de clients. On travaille aussi bien pour le professionnel que pour le particulier. Donc le professionnel, tu l'as dit tout à l'heure, ça va être par exemple les campings, ça va être les collectivités locales, ça va être les bailleurs sociaux, ça peut être des institutionnels. On a travaillé aussi pour des institutionnels qui représentent environ aujourd'hui un peu plus de 50% de notre activité. Et le reste, ça va être des particuliers. Donc soit des particuliers qui viennent nous voir directement, soit des particuliers qui passent par d'autres professionnels pour venir nous solliciter. Donc ça peut être sur des écoquartiers, ça peut être sur des parcs résidentiels de loisirs, ça peut être sur différents types de résidence principale, résidence secondaire. Exactement, ça peut être beaucoup de personnes qui viennent nous voir, et cherchent à avoir un hébergement pour faire du télétravail. Ça peut être aussi des professions libérales qui ne veulent pas forcément mélanger leur habitation principale avec le lieu où ils reçoivent leurs patients. Ça peut être une famille qui a un adolescent qui souhaite le loger et pas forcément, quand il va partir, pas forcément avoir 25 mètres carrés à gérer sur lequel il n'y aura pas grand-chose. L'autre exemple qu'on a en date, parce qu'on travaille ensemble aussi, c'est aussi par exemple la tiny senior, là, pour la personne, tout à fait. La dame qui, son papa vieillissant, 80 ans, compliqué de l'avoir chez elle parce que il est dans son espace aussi, intimité, et ainsi de suite. Chacun a besoin d'une intimité. Et c'est vrai que la tiny est bien. Que ce soit la tiny, le HLL ou la Slowbox, en vacances, c'est une façon, la plupart du temps, de gérer un problème ponctuel. Et la majeure partie des gens qui gèrent un problème ponctuel, en fin de compte, ils finissent par s'installer de façon durable. On a beaucoup de gens qui sont venus nous voir au tout début en disant j'ai vendu on était en couple, j'ai vendu un pavillon sur Nantes, j'ai remboursé la banque, il ne me restait pas suffisamment pour pouvoir replacer, du coup j'achète un terrain, en attendant je me mets dans une tiny house pour peut-être dans quelques années souhaiter construire une maison. Et ces mêmes personnes viennent nous voir, on les côtoie encore aujourd'hui, et nous disent non, surtout pas. Ils disent moi je suis bien dans ma tiny, je souhaite rester comme ça, et pas forcément construire une maison en dur. Oui, puis dans votre gamme, dans ta gamme de produits, tu as également le fait de pouvoir mettre 2 tiny. On peut jumeler des tiny, on peut avoir des surfaces jusqu'à 35 mètres carrés. Et puis surtout, la tiny, c'est évolutif. Et on peut très bien commencer par une tiny pour se loger soi-même. Après, on peut très bien rajouter une extension pour venir loger un enfant ou pour venir loger... C'est une tendance que moi, je rencontre moi dans mon métier au quotidien, quand je suis dans la recherche de terrain. Souvent...
c'est vrai que c'est vraiment de plus en plus, c'est d'avoir une famille en disant c'est la maman qui veut mettre sa tiny house et puis 2 autres pour ses 2 enfants. Pour ses enfants. Et avec éventuellement un espace commun. Qu'ils veulent pour recevoir, par exemple, pour les fêtes, les anniversaires, ainsi de suite. Pour avoir un espace ensemble, mais chacun, mais dans des plus petits espaces du coup. Petits espaces. Même des fois, ce sont des espaces techniques. On peut voir quelqu'un qui habite dans une tiny, il souhaite avoir une slow box buanderie dans laquelle il va installer sa machine à laver, son sèche-linge, il va mettre, etc., tout ce qu'il faut. Ça peut être aussi une tiny cellier pour y stocker le garde-manger, etc. Et c'est vrai que ce sont des petits espaces composés avec des solutions semi-couvertes, avec une terrasse la plupart du temps, et ils arrivent à aménager des espaces. À scénographier, ça peut être très chouette. Tout à avec fait. des plantes, on est loin de l'habitation traditionnelle, béton, cubique. Ou même on a l'ouverture, il faut dire que ça permet d'autres types d'aménagement. Et ça permet d'autres types de regards, surtout sur la nature, sur l'extérieur. Et du coup, ça nous invite forcément à sortir et puis aller l'aménager au final. Aller essayer de le paysager, essayer de... Donc et pas forcément en ayant très grand, d'ailleurs. On peut faire des choses très chouettes, mais en scénographiant... Alors, on travaille ensemble, Denis. Bien sûr. Ça fait quelques temps maintenant. Depuis le début d'Easy Place. Oui, tout à fait, depuis le début d'Easy Place, tout à fait. Est-ce que tu peux parler un petit peu des projets qu'on a ensemble Nous, moi, quand tu es venu me présenter le projet Easy Place, moi, j'ai été tout de suite intéressé, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que sur l'ensemble des demandes qu'on peut avoir, le premier frein aujourd'hui, c'est trouver un terrain pour recevoir son hébergement. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de barrières à l'installation d'habitations légères. Je parle de la tiny, mais je pense que c'est exactement pareil pour les yurts, pour toutes les habitations légères tout l'habitat alternatif qu'on pourrait imaginer. Et c'est vrai que quand tu es venu me présenter ton projet, moi j'ai tout de suite été séduit, parce que aujourd'hui, ça nous permet vraiment d'apporter une réponse ciblée. C'est-à-dire que quand un client vient nous voir, la plupart du temps, on lui dit, avant de penser à l'hébergement, c'est pour quel terrain ? Et on a vu tellement de projets de gens qui ont été au bout de la définition de leur tiny et qui ont été tellement déçus de ne pas trouver de terrain pour pouvoir le mettre. Et donc, d'avoir une société comme Easy Place et de pouvoir bosser avec toi justement pour être capable de trouver un terrain, de dimensionner en fin de compte la tiny qui après peut aller sur ce terrain, je trouve qu'on fait les choses dans l'ordre. Parce que si on est passionné par l'habitation légère aujourd'hui, le vrai frein, c'est le terrain. C'est vrai, tout à fait. Dans l'immobilier, on parle toujours d'emplacement. Effectivement, c'est déjà le terrain. Quelles sont les règles d'urbanisme ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment on peut le faire ? L'implantation de la tiny. Et puis surtout être accompagné dans les démarches. On le voit aujourd'hui. Même quand on a trouvé le terrain et qu'on a trouvé l'hébergement, après, il faut savoir le présenter à la commune. Il ne faut pas forcément parler de tiny house parce que c'est un terme un peu qui peut faire peur à certains. Il faut parler d'habitation légère. On peut supprimer la mobilité. On peut essayer de cacher le châssis. On peut essayer de travailler dans l'esprit, en fin de compte, de l'architecte de la commune. Qui lui va souhaiter, on va dire, différents types de bardage, différents types de couverture. Et ça, c'est souvent l'idée, c'est de s'inscrire pleinement dans la ville ou le village, mais effectivement, ça prend un petit peu de temps. Ça prend du temps. Et c'est un souci de présentation. Donc nous, c'est vrai que de travailler avec Easy Place aujourd'hui, c'est une vraie chance parce que ça nous permet, en fin de compte, de pouvoir adresser mieux nos clients et de leur proposer une offre, du coup, beaucoup plus complète avec un terrain et puis avec un hébergement. Et c'est vrai que moi, je trouve cette complémentarité parce que le terrain, effectivement, c'est le client qui a le coup de cœur, moi je trouve le terrain. Mais après, c'est aussi proposer, vous avez une large gamme de produits. Oui. Et là, c'est vraiment ça qui est chouette, c'est qu'en fonction du besoin du client, est-ce qu'il vit seul, est-ce qu'il a ses enfants une semaine sur 2, donc il se dit, tiens, la semaine où j'ai pas, je peux peut-être louer aussi ma tiny. Donc il y a plein de choses qui peuvent se créer. On arrive bientôt à la fin de l'épisode, Denis. Pour finir, si on souhaite découvrir davantage les équipes, ce que tu fais, comment on s'y prend ? Eh bien, nous, on est basé au Bignon, dans la zone de la forêt. Dans le 44, voilà. Donc, on organise des visites d'ateliers. Vous pouvez vous présenter à l'improviste et puis prendre rendez-vous avec nous pour venir découvrir nos ateliers, nos différents produits. On a récemment fait une porte ouverte qui a eu un franc succès. On essaye aussi d'interloquer les gens. Il y a très peu de temps, on a été positionné une tiny en plein milieu d'un centre commercial. Donc, les gens venaient nous voir un petit peu intrigués. Ils voient beaucoup de tiny à la télé, des tiny, on va dire, américaines. Là. Ouais, les grosses tiny, les grosses tiny, le jeu de mots. Mais c'est ça, tout est plus c'est gros pas aux États-Unis. Voilà. Et donc, ils ne savent pas trop à quoi s'attendre. Ils rentrent, ils sont souvent interloqués. Ça les fait réfléchir. Et notamment, quand on a fait cette découverte de tiny en centre commercial, on a plus de la moitié des gens qu'on a rencontrés qui sont venus nous voir après en porte ouverte pour en savoir un peu plus. Parce que au-delà d'être interloqués, ils ont après tout de suite... Quand ils arrivent, ils disent mais
il y a combien de mètres carrés, quoi. Ils ont du mal à se dire, non, il y a moins de 20 mètres carrés. Et oui, sans la mezzanine, bien évidemment, il y a moins de 20 mètres carrés. Compliqué de se projeter tant qu'on n'est pas rentré dans la tiny, parce qu'on a l'impression que c'est tout petit, parce que ça fait 16 mètres carrés au sol, 23 mètres carrés habitables, parce qu'on valorise les mezzanines, mais au final, on se dit, c'est pas possible, je pourrais jamais vivre là-dedans. Et quand on rentre dans la tiny house, enfin, l'ambiance qu'on y trouve, l'ergonomie, l'ensemble des rangements, ça convient. Enfin, au final, ça convient pas à tout le monde et pas dans toute situation. Bien évidemment. Mais en tout cas, ça peut répondre à... Au-delà d'interloquer, ça permet aux gens de se projeter, le fait de la visiter, et puis de mettre en place, de réaliser des projets. Et on espère qu'on pourra encore en installer plein d'autres de tiny house. Bien sûr. Il n'y a pas de raison. C'est le début. Tout à fait. C'est le début. Tu as raison. Début, à 4 ans, effectivement, on voit. Oui, bien sûr. Il y a des gens qui viennent des tiny house bien avant nous et qui en font sans doute bien après. Et nous, on a un modeste relais pour essayer de répondre à... modeste relais, Denis, quand même. Là, idéal, sur la production, j'ai dit 100, 120, ouais, c'est ça ? On fait 120 hébergements par an à peu près. Ouais, 120 hébergements, on fait 80 tiny et puis une quarantaine d'autres hébergements de type je pense pas qu'il y en ait beaucoup en France qui en Je pense pas. Alors moi, je connais pas d'études de marché, mais puis nous, notre volonté surtout, c'est de pas d'être forcément les plus gros, mais surtout d'être ceux qui répondent le mieux à la problématique de nos clients. Donc on a grossi par, on va dire, en suivant nos clients. J'avais aucune volonté. Moi, quand j'ai commencé tout seul, je m'étais surtout pas projeté aujourd'hui à 60 après 4 ans. Incroyable. On vit au jour le jour et puis on répond à nos clients. Voilà. Et puis tant que ça fonctionnera, ça se passera bien. Super. Alors, merci Denis pour avoir pris le temps d'être venu sur le podcast de la Tiny Sphere. Merci à toi, Céline. Donc, on a terminé ce 6e épisode. Donc, j'espère qu'il vous a plu. Et je vous donne rendez-vous au prochain. D'ici là, vous pouvez liker, partager, suivre les différents chantiers sur Instagram. Et j'aime bien finir sur une citation. Et donc, celle-ci, elle a été faite pour toi, Denis. Merci, Idéal Céline. Tiny. J'ai dit, là où les rêves prennent vie dans un cocon personnalisé et durable, la tiny idéale. Je trouve la citation effectivement est très bien parce que le cocon, c'est ce que les gens ont l'impression de ressentir quand ils rentrent dans la tiny. Le fait que ça soit en bois, ça absorbe les sons. Le fait que ça soit un petit peu, ça nous enveloppe avec des tissus, avec différentes matières. Et c'est toujours ce qu'ils ressentent. Et personnalisé et durable, oui, quoi de mieux, parce que durable, c'est en bois avec des matériaux recyclables et la plupart du temps durables. Donc forcément, la citation... Et durable, à chaque fois, on nous pose la question, combien de temps la tiny house pour finir ? En fait, on reprend l'épisode. C'est autant génial. qu'une maison en bois. Voilà. Si c'est bien entretenu, il n'y a aucune raison que c'est moins longtemps qu'une maison en bois. Donc c'est durable. Bien Merci sûr, Denis. durable. Merci Céline.